16h-18h, on retrouve Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 ce vendredi. Aujourd'hui, vous aurez le plaisir d'entendre Michel Bernier, Isabelle Motro, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, notre conscience culturelle, Philippe Alfonsi, et notre invité spécial, invité d'honneur aujourd'hui, le nouveau Clérambard, Jean-Marie Bigard. Quel plateau! Vous le verrez samedi soir dans On n'est pas couché, Jean-Marie arbore une moustache qui est une vraie moustache, pas une fausse. Absolument. Tout le monde tire dessus parce que il pense que elle est tellement belle qu'elle est pas vraie. C'est comme les nichons. Dès qu'on voit des beaux nichons, on dit ils sont pas vrais. La vraie moustache de Clérambard. Et les vrais nichons de Jean-Marie. Clérambard de Marcel Aimé au Théâtre Hébertot à partir du 16 septembre. On aura évidemment l'occasion d'en parler dans cette émission. Jean-Marie se prépare, il est en pleine répétition. C'est pas la première fois qu'il aborde évidemment le théâtre et une pièce avec d'autres comédiens. Il y avait eu le bourgeois gentilhomme il y a 2 ans maintenant de ça. Ça vous le change quand même, hein, Jean-Marie Bigard avec une moustache, mais Michel il Bernier. est beau avec sa moustache. Ouais. Ça lui donne un petit genre comme ça. Un petit côté. Ça fortifie l'homme qui la porte. Le mâle. Ça lui donne un petit côté Christine Bravo, c'est très joli. J'en avais fait une chanson d'ailleurs. Ah oui? Il s'agit bien sûr de la moustache, la belle bacchante qui pose un homme. C'est elle qui lui donne du panache, et la charmeuse on la surnomme. C'est beau. Waouh! Moi j'attendais un truc à la fin qui soit moi un aussi, peu, avec une bite. Ah bah ça veut dire, mais non, parce que ça finissait bien à la fin. Vous me décevez, Jean-Marie. Mais qu'elle soit grosse. Attends, je fais la fin. Mais qu'elle soit grosse ou qu'elle soit petite, il faut dire que son grand mérite, c'est de permettre de chanter le poil sans que personne n'y voie du mal. Car le charme de belle moustache, on peut le chanter sans être vulgaire. On le voit bien, rien ne le cache. Tout le monde peut dire quel joli père, quel joli père, quel joli père, Quel joli père. Et moustache. C'est mieux déjà. Ça nous change de M. Bénichou au niveau chanson. Ah ouais, ça m'étonne. Ah oui, c'est vrai qu'il chante mieux que Bénichou. Oui, c'est vrai, t'as raison. Enfin, un vrai chanteur à cette table. Il va jusqu'au bout surtout. Moi, Jean-Marie, je voulais savoir, est-ce que tu savais que t'allais avoir des belles moustaches comme ça avant de les faire pousser ou pas? T'avais Un une peu, idée mais ou pas? je les ai démarrés. J'ai fini le tournage du Missionnaire le 4 juillet, donc je peux te dire qu'elles ont 2 mois et 1 jour, et que je confirme qu'on prend 1 centimètre par mois de tout. Les moustaches, les poils du cul, pareil. Tout pousse en même temps. Et les poils du cul qui, je vous rappelle, servent de roulement à billes, et que pour ceux qui les ont déjà rasés une fois, ils s'aperçoivent bien qu'après ça frotte et que ça irrite. Donc le poil sert à quelque chose. Il a une vraie utilité, le poil. Je sens que cette émission... J'aime bien quand on choque Isabelle Motro, moi. Ça me fait toujours rire et plaisir. Oui, Quelques auditeurs. Isabelle, tu te fais le maillot. Non, Jean-Marie, d'abord, on ne se tutoie pas. Est-ce que je peux vous faire le maillot, Isabelle? Non. Alors, je le non, fais mais avec pas les question. dents, c'est un peu artisanal, mais c'est... On appelle Une Vous savez comment on appellerait ça? On appellerait ça le ticket de Motro. Bravo. Ah, je sens que ça va être une émission épouvantable. Ça a été une émission pour les enfants spéciale. Quelques mails envoyés par nos auditeurs, évidemment, comme chaque jour. Ah, un mail pour vous, Michel Bernier. C'est Albert qui nous dit, lundi dernier, Michel Bernier, vous vous souvenez, non? Oui, j'ai dit qu'il avait un prénom à la con. Lundi dernier, Michel Bernier a laissé entendre que le prénom Albert était un prénom à la con. J'ai pris bonne note. Signé Albert, son inspecteur des impôts. Bien joué. Trop tard, il m'a déjà fait du mal. Ça fait 2 semaines que la triplette magique Titoff, Michalak et Boué est là chaque jour. Alors je pose la question, demande Augustin, est-ce sexuel? Sont-ils siamois ou témoins de Jéhovah? Siamois, je savais pas que ça marchait pour 3 aussi. Ça jamais, non, ça marche pas. Ça a jamais C'est que existé. pour 2, hein. oui. Très moi peut-être, c'est non. Oui, vrai, je me pose la question, est-ce que ça a déjà existé des 3 enfants collés par... Déjà à 2, ils en bavent. T'imagines? Je plains celui du milieu, quoi. Ah oui. Ça dépend par où ils sont
sont attachés, évidemment. S'ils sont en file indienne, éventuellement. Francine, qui habite Tu sais Calais. que la meilleure place, c'est deuxième, hein. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Ah, j'ignorais. Ben, parce que tu te fais enculer, t'encules quelqu'un et tu peux branler celui de devant. Isabelle, tu peux développer un peu ou pas? Ah non, mais moi, Oh, il y a une fameuse histoire comme ça, évidemment. C'est un type qui arrive dans une partouze homosexuelle et ils sont tous là, effectivement, à faire la chenille. Et il dit, mais allez, venez avec nous. Alors il hésite, c'est pas à se mettre devant, à se mettre derrière. Et devant, il voit un type avec un braquemar énorme. Alors, et là, quand même, j'hésite. Puis il va derrière, le type a des hémorroïdes énormes. Je sais pas comment faire. Bon, finalement, il choisit de se mettre derrière avec le type qui a des hémorroïdes. Et là, il y a quelqu'un qui fait, allez, maintenant on fait une ronde. On fait le cercle. C'est frais. Bah écoutez, C'est fin, ça se mange sans fin. une émission spéciale Isabelle Motro. Je suis ravie. Francine, qui habite Calais, nous écoute sûrement. Bonjour Francine. Bonjour. J'espère que vous avez éloigné vos enfants du transistor. Oui, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui. Et Gilbert, qui habite Salon de Provence, est là aussi. Bonjour. Bonjour Laurent, Gilbert, qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis un jeune retraité, Un jeune retraité, c'est-à-dire quel âge, jeune retraité? 56 ans. 56 ans, et qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais informaticien. Informaticien. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour essayer d'aller plus vite que, évidemment, mes chroniqueurs pour répondre à la première question. Vous aussi, Francine, vous faites quoi dans la vie, Francine? Alors, j'ai une profession qui est pas toujours très très rigolote. Je suis commis greffier. Commis greffier. Oui, Ça alors? au greffe du tribunal de commerce de Calais. Ah oui, c'est très très sérieux, ça. Hein. Oui, c'est très sérieux, d'autant plus que je suis peut-être une future retraitée également, parce qu'avec la réforme de Madame Dati, nous sommes supprimés. C'est pas vrai. Oui. Oh, peut-être vous pourrez aller faire du babysitting chez Madame Dati. Bah, peut-être, voilà, je vais postuler, sûrement, j'y avais pensé d'ailleurs. Bon, en tout cas, vous nous écoutez tous les jours. Tout à fait. Et vous allez tenter de remporter le filet garni dans lequel aujourd'hui on mettra le livre dont on parlera tout à l'heure, livre de Tristan Garcia, publié chez Gallimard, La meilleure part des hommes. On mettra 2 places pour la comédie musicale Je me voyais déjà, 2 places pour le spectacle de Fabrice Eboué, le DVD du film Enfin veuve d'Isabelle Mergo et peut-être même 2 places pour Claire en barre, bien sûr, sans au problème. Théâtre Hébertot. Ah, et 2 places pour Karine Yachenko qui reprend la Comédie de Paris Ah bah au voilà. mois d'octobre. Quel filet garni, vous êtes gâtés. Et Vous 2 aurez- sodomies gratuites pour respecter le thème de l'émission, je pense que c'est important. Tu vas être contente, Francine. Voici la première question. Asia El Hanouni est à Pékin et demain, elle vivra une journée très particulière à Pékin. Que fera-t-elle à Pékin demain, Asia El Hanouni? Elle va chanter? Elle ne va pas chanter. Non, c'est les Jeux paralympiques qui commencent demain. Et alors? Et donc elle va concourir demain. Ouais, mais pas seulement. Ah, c'est pas la porteuse de la flamme. Presque, pas la porteuse de Ah, la non, flamme. la chef de la délégation française. L'athlète qui a été agressée. Non plus, vous dites? non La plus. chef de la délégation française, la porte-drapeau. Ah, attendez, je crois que j'ai entendu le mot qui convenait. Porte-drapeau, c'est Gilbert de Salon de Provence qui a donné la bonne réponse. Bravo Gilbert, porte-drapeau française. Puisque demain démarre à Pékin, effectivement, les 13e Jeux paralympiques. C'est jusqu'au 17 septembre. Les athlètes handicapés ont enfin une reconnaissance. On parle de plus en plus des JO. Il y avait même certains sportifs handicapés qui ont pu participer pour la première fois aux vrais Jeux olympiques. Alors Manodou déjà. Oui, c'est vrai. Mais on a vu qu'une nageuse, par exemple, unijambiste, avait participé au marathon de natation. Une Sud-Africaine. Et il faut quand même savoir qu'il y a 4 ans, nos athlètes handicapés avaient obtenu 18 médailles d'or. C'est-à-dire qu'on est meilleurs, les sportifs français handicapés, que les sportifs français pas handicapés. Il faut dire les choses comme elles sont. Et vous avez, en tout cas, vous, mon cher Gilbert, remporté le filet garni. Alors Gilbert, vous êtes content d'avoir gagné les 2 sodomies? Gilbert, ça va lui faire son week-end. Il dit il est qu'il jeune va retraité. passer son tour. Eh bien, je prends. Madame la greffière est dure. Je dois dire que depuis que dans cette émission nous prenons des auditeurs au téléphone, je suis assez fier parce que je trouve que nous avons les auditeurs les plus drôles de toutes les radios confondues. Franchement, mais vraiment, hein, je trouve que Ça doit être à votre contact. Ah, je suis fier des auditeurs que nous avons dans cette émission. On vous embrasse tous les deux et nous ne manquerons pas donc de passer chez vous, Francine, et d'envoyer le filet garni à Gilbert. Merci, bravo.
Je signale évidemment que si vous souhaitez participer au challenge chroniqueur contre auditeur pour une fois par heure tenter de répondre à une des questions, vous n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet qui nous est spécialement dédié, ruquier@europe1.fr, ruquier@europe1.fr. Et nous manquons d'auditrices. Nous avons surtout beaucoup d'auditeurs. Nous manquons de femmes, parce qu'on essaye de prendre un homme, une femme. Avec le nombre de sodomies qu'il y a eu depuis le début de l'émission, pas étonnant. Tu vas pas en Vous avez récupérer peut-être énormément. la réponse là. Vous voyez pourquoi? ruquier@europe1.fr pour vous inscrire. On se retrouve dans quelques minutes. Tenez, le quiz sur l'actualité continue, Laurent Ruquier. Une autre question. Pourquoi cette semaine, la SNCF va mobiliser, et plus particulièrement ce week-end, 15 TGV supplémentaires entre Lille et Paris? Pourquoi 15 TGV supplémentaires ce week-end entre Lille et Paris? Dans ce sens-là, uniquement. Oui, Lille-Paris, Paris-Lille. À Paris-Lille Ah ouais. aussi. Paris-Lille. C'est pas des gens qu'on affrète. C'est pas la grande braderie, non? Mais oui, C'est-à-dire c'est la grande La grande braderie braderie de de Lille Lille. qui est chaque année. Mais bien sûr. pendant le c'est ça. week-end. la Sur la grande grande place. Bradley. Voilà. Oui, mais- Voilà la La grande braderie, la grande braderie, quoi. Voilà. Ça commence samedi à 14h, ça se termine dimanche à 23h et voilà pourquoi effectivement il y a 15 TGV de plus ce week-end, aller-retour entre la capitale des Flandres et notre capitale Paris pour cette grande braderie de Lille. Ça y est, je l'ai dit, et vu le succès des ch'tis, ça devrait ramener encore plus de monde évidemment là-bas. Il y a un titre un peu équivoque dans 20 minutes aujourd'hui. Le titre c'est à Lille, c'est parti pour l'état de moule. Franchement, parce que c'est vrai que la tradition... Bah, c'est- c'est pas très Des- élégant, des mais alors frites moules, des faut moules frites. avouer que c'est assez impressionnant quand même. Ah, c'est vrai, vous avez vu là toutes là ces là moules, là, et puis les bières hein, surtout. Quand même. Vous y êtes allé déjà Ouais, vous ouais, moi j'adore. Il y a une bonne C'est ambiance génial. Oh oui, c'est très très drôle. Un éléphant vient d'être libéré. Ça faisait 3 ans qu'il Il avait été condamné à quoi? Alors non, il n'était pas condamné, mais quand même, c'était pas forcément une bonne nouvelle pour lui ce qui s'est passé pendant 3 ans. Mais ça y est, c'est un heureux événement. Il est enfin sorti au bout de 3 ans. Sorti d'où? C'est ça ma question. Du ventre de sa mère. Non, quand même pas. La gestation. C'est long, mais pas à ce point-là. C'est long chez les éléphants. Est-ce que ça oui. se passe Est-ce que ça se passe dans un zoo? Ça se passe à Pékin. Écoutez encore. Vous voyez Il est sorti de sa Décidément, cage. tout se passe à Pékin. Sorti du coma. Il est pas sorti du coma. Pas François Hollande. Non. Non, c'est un véritable éléphant. Il était dans un endroit comment fabriqué, enfin je veux dire quelque chose où il n'était pas dans une cage, forêt ou Non. c'était quelque chose qu'on avait fait exprès pour lui. Oui, non, pas. Il avait des voitures, non? Non, non, non. C'est un endroit où les humains pas bleu. C'est un endroit où les humains vont, évidemment, parfois de temps en Zoo. temps. Plus rarement, évidemment, les animaux. Et cet éléphant-là, et là, âgé de 4 ans aujourd'hui, a dû passer 3 ans dans cet établissement, on va dire. 3 ans pour se faire soigner, en quelque sorte. Il Dans était un à asile l'hôpital, clinique. quoi. Il était Il chez le une clinique vétérinaire. vétérinaire. Pas tout à fait dans une Ah, c'est dans les aéroports là, non? Non, C'était pas non, des trucs de hôpital, ça. Un hôpital psychiatrique. de santé. C'est un éléphant mâle. Chez le Il dentiste. faisait une analyse. Pas Il chez le allait dentiste. toutes les semaines chez Gérard Miller. Non, 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 non. On Faut lui dire- prenait son sperme d'éléphant. Non, il avait été nourri de bananes, et puis il y a eu un problème. Il se prenait pour un singe. Non, non plus. Il était enfermé à cause d'une banane. Pas à cause d'une banane, mais à cause des bananes qu'il avait mangées pendant toute sa jeunesse. Oh putain, était une malade, chiasse quoi. d'éléphant, ça doit être quelque chose. Suivez la ligne jaune, là. Ça ne s'arrête jamais. L'éternel tourista. Il était malade. Il était malade ou Malade, oui, c'est pas tout à fait le mot. C'était un cobaye. C'est quelque chose qu'on connaît, hélas, dans notre Il était en métier. dépression. Beaucoup d'artistes. Ah, il était au chômage. Ah, il était chômage. C'est un éléphant d'un cirque ou d'un. il était intermittent du spectacle? Non, non, non. Il était homosexuel, homosexuel. Non, non, non. Drogué aux bananes. C'est quelque chose qu'on connaît dans notre métier. Enfin. Non, mais. On n'est pas tous pédés quand même. Franchement, avouez. Non, non, non. Il travaillait dans un cirque. Non, il arrive que certains artistes, mais évidemment ça ne se sait pas toujours parce que... Se drogue. Ah, Voilà, il était toxico. drogué à la banane. Et donc il était... Il était Intoxiqué. Il était bananophile. Banano-dépendant. Il était en cure de désintoxication, De mais banane. pas à cause des bananes. Il se trouvait qu'il y avait de l'héroïne dans les bananes Pardon qu'on lui avait données. Quoi Voilà, donc il est Qu'avec totalement... une trompe, tu sniffes beaucoup Ouais, c'est plus. ça. Plus que les autres. Mais d'où elles venaient ces Là, bananes? tu prends des traits énormes.
Mais d'où venaient ces bananes? cette affaire. Vous voulez l'adresse? Oui, c'est intéressant. Moi qui mange jamais de banane, je vais peut-être m'y mettre. Non, mais comment il avait absorbé cette drogue? Elle était dans les bananes? Il y avait un cachée dealer dans dans les la jungle bananes? qui lui disait. Ouais, le dealer, c'était une girafe, il paraît. Il était là tout le temps aux aguets, comme ça, il sortait la tête du buisson. Alors, un peu quoi de... Qu'est-ce que tu veux? Jumbo, viens voir, Jumbo. Il se trouve que dans le sud-ouest de la Chine, il y avait des trafiquants qui utilisaient des bananes frelatées pour dompter cet éléphant, en fait. Et voilà, et au bout d'un moment, il a été capturé, mais surtout totalement drogué. Et il a fallu attendre l'arrestation de ses propriétaires pour que le pachyderme soit envoyé dans un centre de protection pour animaux sauvages, un centre de désintoxication où il a dû passer 3 ans. Et Big Brother... T'es vraiment accro, hein. Ah ouais, 3 ans. Et bon, bah, il s'est fait des potes, hein, Joey Star et tout ça, mais... Je crois qu'il y a Amy Winehouse qui vient de passer. Mais quand même, voilà, c'est une belle histoire que l'histoire de cet éléphant, enfin rétabli, qui est sorti de son cure de désintoxication. Bonne réponse collective, hein, je vais dire quand même. Vous connaissez la pièce Clérambard, vous, Philippe Alfonsi? Oui, absolument. Pièce de Marcel Aimé. C'est magnifique. Moi, Vous j'adore. imaginez J'adore Jean-Marie Marcel dans ce rôle? Absolument. Oh non, oui, j'irai voir. Ça, c'est sûr que j'irai voir avec intérêt. À la bonne heure, merci. Ah oui, c'est une très très belle, jolie pièce. Alors, qu'est-ce que Mais ça quel raconte? auteur formidable, ce Marcel Aimé. C'est Quand même incroyable. extraordinaire. Qu'est-ce que ça j'adore. raconte alors Non, allez, je Voilà, préfère c'est que tout ce soit vous. simplement un mec qui est un ogre, il est ruiné, c'est le comte de Clérambard, ça démarre, tout le monde travaille sur les métiers à tisser 18 heures par jour, et puis il est tout à coup visité par Saint François d'Assise, et ce monstre qui égorge des chiens et des chats pour nourrir sa famille, va devenir tout à coup bon, il va s'enfermer, il va lire le livre de Saint François d'Assise, il va devenir bon, et avec la même ogresse, il va protéger tous les animaux, notamment les araignées et tout ça, et puis personne ne le reconnaît, et c'est très puissant, très drôle, parce que c'est pas juste l'amant dans le placard, hein. Là tout le monde va chez la prostituée, le père, le fils, la mère, la belle-mère, le notaire, tout le monde. Donc c'est très puissant. C'est magnifique chez Marcel Aimé, c'est ça, c'est le côté, la crudité de son écriture et de son et à la fois cette poésie, et la morale. Je pense pas qu'il y ait un côté moral dans cette pièce. À la Vous y avez mis quelque chose de moral. Pas mal quand même, parce qu'il taille un short à peu près à tout le monde, et notamment à la religion, bien. Oui. Et donc, je crois que Marcel Aimé signifie tout simplement sa croyance en Dieu, dit que c'est un franc-tireur de la foi, et que sa croyance, sa relation à Dieu est individuelle, et qu'il se moque de toutes les religions. Oui, et c'est assez justifié. Ah bah, c'est un beau message, donc, ça. Il Oui, voit je suis d'accord. Il voit des Ça, choses c'est sûr. merveilleuses dans la langouste, qui est la prostituée, et tout. Et Ah, la prostituée s'appelle la langouste. Elle s'appelle la langouste. Tiens, oui, ça c'est curieux alors. Ben oui, il dit d'ailleurs dans son objection, la langouste est plus proche de Dieu que toutes les filles d'avoué du canton. Quand elle trousse humblement son pauvre jupon troué en prenant les 100 sous d'un militaire, Dieu est là, tout près d'elle, et il regarde son sacrifice avec bienveillance. Donc sa femme, elle dit, mais enfin, elle quand même pas me comparer quand même à une prostituée. Elle dit, si, parfaitement, une prostituée, une douloureuse et humble fille, que ses malheurs rendent digne d'amour et de respect. Alors, plus personne ne reconnaît ce mec qui hurle après tout le monde en étant vraiment un bon soldat de Dieu, quoi. Ça, c'est bien une autre époque, parce qu'aujourd'hui, les prostituées, il y en a encore, hein, même si, évidemment, il n'y en a pas forcément autant et on les voit parfois moins, mais les prostituées n'ont pas de nom comme il y avait à l'époque. C'est vrai, vous connaissez une fille qui s'appelle la langouste, vous? Non? Ils vont pas dire qu'ils vont plus de nom. Oh, si, elles ont toujours des petits noms. Mais... Bah, à propos des noms des prostituées, moi j'habitais à côté de la rue Saint-Denis à l'époque. Ouais. Et les prostituées ont toujours juste un petit prénom, tu sais, elles s'appellent, Nini. on s'appelait, Rose, Nini, tout ça. Et je lui avais posé la question pourquoi c'est toujours juste un prénom. Elle disait c'est pour pas foutre la honte à sa famille. Et c'est le concept qui a été repris aujourd'hui par toutes les petites chanteuses françaises de la chanson française, la Rose, Pauline, etc. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Jean-Marie Bigard, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et Michel Bernier vont tenter de répondre maintenant à cette question. John McCain, candidat à la présidence des États-Unis pour le camp républicain, a déclaré hier « Je sais comment y arriver et je le ferai ». Quoi donc? Je sais comment y arriver et je le ferai. À faire aimer sa colistière, là. Non. Évidemment, c'était À changer les États-Unis. Non, son discours. Buter son adversaire. Pardon? Buter son adversaire, ça se fait beaucoup, quand même. Sortir de la guerre d'Irak.
Non. Ça relève du discours politique ou c'est totalement autre chose? C'est plus proche de ce que vient de dire Titoff. Dans son programme, en fait. Pardon? C'est une réponse, quelque chose qui aurait dans son programme. Il a une solution pour un problème. C'est quelque chose que les États-Unis... Attraper Ben Laden. Attraper Ben Laden. Bonne réponse de Philippe Alfonsi. Évident. Il compte faire ça, mais Ben Laden, il est mort depuis longtemps. Voilà, Ben Laden. Le président... Mais il serait bien con de faire ça parce qu'ils en ont besoin, les Américains, de cet épouvantail. Là, pouvoir. Bah, bien sûr, ils s'en servent bien depuis... sûr, je sais pas si vous avez déjà regardé les loose change, ces trucs sur lesquels on a accès sur Internet, où quand même on est absolument sûr et certain maintenant que les deux avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagone, n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'avion. Ces deux avions volent encore. C'est un mensonge absolument énorme, quoi. Et qu'il est vraisemblable que de plus en plus, on enquête là-dessus. Il y a un Français d'ailleurs qui a mis la puce à l'oreille à tout le monde, qui avait fait un livre, l'imposture, machin, et que on commence à penser très sérieusement que ni Al-Qaïda ni aucun Ben Laden n'a été responsable des attentats du 11 septembre. Vraiment, vous pensez ça? Non, moi, il y a à peu près 12 ou 13 sujets à regarder absolument, qui sont d'ailleurs plus ou moins bidouillés pour qu'on puisse ou pu entendre le son ou tout ça. Il y a un mec, David Ray Griffin, fait des conférences en ce moment aux États-Unis. C'est hallucinant. Si vous regardez ça, vous ne croyez plus jamais à rien, quoi. Il y a aussi Marion Cotillard qu'on a parlé, mais c'était moins passionnant quand même. Non, mais c'est quand même à peu près le même sujet, quoi. C'est juste, il est juste très très vraisemblable que la version officielle américaine ne correspond tellement pas à la réalité. Ils refusent tellement de montrer. Pourquoi ils nous montrent pas les caméras de surveillance ils ont intérêt à nous montrer un avion qui frappe le Pentagone. Non, c'est un missile américain qui frappe le Pentagone, tout simplement. Donc ils ont provoqué eux-mêmes. Ils ont tué des Américains. On apprend la vérité toujours une trentaine d'années après. Mais là, on la sait maintenant. Vous croyez ça, Alfonsi? Alfonsi a pas l'air d'accord. J'ai vu ces films, je les ai vus. Ils sont tout à fait extraordinaires, d'ailleurs. Ouais. C'est troublant quand vous regardez ces films qui sont faits par des Canadiens, je crois. C'est troublant, c'est vrai. Il y a une démonstration. Le plus troublant sur les tours jumelles, c'est qu'ils racontent surtout que c'est une démolition contrôlée. Qu'ils se soient servis de ça pour ensuite faire leur guerre en Irak et faire absolument tout colle. Prendre la population américaine en main et faire réussir la politique de Monsieur Bush, ça c'est certain, j'en suis sûr. Il y a un truc très troublant simplement dans ce film. Moi je ne crois pas à cette idée. Vous êtes d'accord que c'est une démolition programmée, les tours du World Trade Center? Ça je suis mais pas d'accord. Tous les spécialistes de la Terre sont d'accord là-dessus. Bon, moi je ne vous suis pas là-dessus. Et la grossesse de Je vous suis sur Marcel Aimé, mais pas là-dessus. Qu'est-ce que vous dites? La grossesse de Rachida Dati, 2 ou 3 théories peut-être dessus. Oui, absolument, oui. Tu crois que c'est Ben Laden aussi? D'où serait venu le missile? Est-ce qu'il y a des Arabes dans le coup? Est-ce que c'est un missile américain ou pas? En tout cas, voilà, je donne l'intégralité de la phrase de John McCain que vous avez su vous-même compléter. John McCain a déclaré: le président Clinton a eu des occasions de prendre Oussama Ben Laden, le président Bush a eu des occasions de prendre Oussama Ben Laden. Je sais comment y arriver et moi, je le ferai, a-t-il déclaré. On est en pleine campagne, évidemment, aux États-Unis. Bon, il peut toujours le dire. Après, est-ce qu'il le fera vraiment? Est-ce qu'il l'attrapera? Est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce qu'il en a la volonté? C'est ce que vous vouliez dire au-delà de toutes les polémiques. C'est évidemment, est-ce que vraiment ils en ont envie de l'attraper? Non, je pense que vraiment pas, parce qu'il en a besoin. C'est l'épouvantail. Alors que ça soit vraiment ou pas vrai, il a été soigné à Dubaï. Il y a un épouvantail dont il se sert américain, alors qu'il était déjà le mec le plus recherché de la planète. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même une thèse comme quoi ça viendrait des Américains le 11 septembre. Bien sûr. Mais c'est ce qu'est en train d'expliquer Jean-Marc. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça, c'est Titoff. Mariano Apicella est un chanteur italien qui va sortir un nouvel album. Il est en train d'enregistrer cet album de chansons d'amour, mais il chantera cet album en duo avec un autre chanteur. Qui? Un autre chanteur italien? Oui. Pourquoi oui? Genre un peu, mais pas trop, quoi. Il est moitié italien? Non, il est bien italien. Julio Iglesias? Mais il est moitié chanteur. Ah d'accord. C'est pas un vrai chanteur. Voilà. C'est un acteur? Qu'est-ce que tu racontes, Julio Iglesias, italien? Non, on se marre, là. Il est espagnol, Julio Iglesias. Non, mais à moitié italien. C'est elle, dès que c'est basané. C'est Julio Iglesias, je connais très mal. Rocco Siffredi. Et Ben Laden, il est portugais. À moitié... américain, Rocco Siffredi, non, on va pas chanter Rocco Siffredi, un album de chansons de Rocco Siffredi. Bah, ça peut être sympa. Ouais. Mais il est moitié italien et moitié autre chose, ou alors il est moitié chanteur et moitié autre chose? Non, je vous ai dit qu'il
il était bien italien. Mais il est pas Ah, mais il est italien, mais il est pas chanteur. Ah, Silvio Berlusconi. C'est Berlusconi. C'est Silvio Berlusconi. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Michel Bernier. Ça, il a déjà donné, hein. 71 ans, le chef du gouvernement, effectivement, avait déjà enregistré un premier album. Ce sera son deuxième disque. Attention, on ne l'entendra pas beaucoup. Il a surtout écrit les chansons. tant mieux. Berlusconi de cet album. Je savais pas moi qu'il écrivait des chansons. Mais lui non non seulement plus, il écrit, mais il hein. les a chantés. C'est ça qui est terrible. Vous avez jamais vu les... Oh, c'est formidable. Hein. J'ai fait mon boulot et je n'ai rien à me reprocher. Qui a prononcé cette phrase? Monsieur Rossi, peut-être? Oui, oui, Monsieur Monsieur Rossi, oui. Dominique Rossi, Ah oui. ex-chef de la police en Corse, qui s'est fait évidemment virer de ses fonctions à cause de l'histoire de la villa de Christian Clavier. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais ça encore. Les Corses évidemment s'amusent beaucoup de cette affaire en ce moment et ils le font même en chanson. Dans le jardin des Potasarco, faut installer des commandos, des porte-avions et des missiles, pour dissuader le Corse indocile. Y a un flic corse qui a pas cru bon de protéger la villa corse d'un dénommé Christian Clavier. On le débarque, car on ne touche pas aux potes du roi. Comme à Kaboul, fallait envoyer les parents. Le Sarkozy est énervé de voir des Corses chez Clavier, non pas parce que c'est son poteau, mais ses vacances tombent à l'eau. Allez le tango corse. Vous avez vu que Nicolas Sarkozy a bien précisé qu'il n'avait rien eu à faire, que c'est Michel Alliot-Marie elle-même qui a pris l'initiative. Oui, c'est pas forcément faux d'ailleurs. Souvent, le zèle vient de ceux qui sont effectivement en dessous, qui ont un peu peur des réactions de ceux qui sont au-dessus. Et on voit bien Michel Alliot-Marie. Moi, quand je me suis fait virer de la télé, c'était pas du tout Chirac qui y était pour rien du tout. C'était un connard qui a fait du zèle en croyant lui faire plaisir. C'est Chirac qui t'a dit ça, tu l'as cru? Ce qui est scandaleux, c'est le fameux coq qui a été mis dans la piscine. Ah, racontez, c'est quoi ça? Vous n'êtes pas au courant que les indépendantistes corses qui sont venus dans le jardin, ça a été rapporté par le gardien donc de la villa qu'ils ont pris le coq qui était dans le jardin et qu'ils l'ont jeté dans la piscine. Un coq en plâtre, hein. Oui, d'accord, mais c'est une attaque au symbole de la République, si tu veux. C'est un peu dur. C'est là où ça va loin. Ils ont fait fondre la République dans la piscine. Ouais. Oui, mais on en a beaucoup rajouté. Hein. Les Corses racontent et les journalistes corses, alors sont-ils proches des indépendantistes, ça c'est une autre histoire. Alors, certainement pas. Mais en tout cas, disent que on a beaucoup exagéré à Paris ce qui avait été fait dans la villa, comme par exemple les excréments. Il paraît que personne n'a pissé dans la piscine de Clavier, comme ça a été dit. Je pense que Madame Alliot-Marie n'a pas rendu un service à Clavier. Clavier est en Corse depuis des années. Ouais. Il a des très bons rapports avec les Corses. Et si simplement, ils ont sans doute fait ça parce que c'était en effet symbolique et puis que tout le monde parlerait, on en parlerait, c'est sûr. Mais je pensais pas. C'est tout à fait réussi. Et en revanche, là, tout d'un coup, elle met Clavier dans une mauvaise situation parce que maintenant, il risque d'être beaucoup moins accepté, beaucoup moins bien traité, et c'est con, quoi. Voilà. Cette rumeur à propos de pisser dans la piscine, je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, on n'osait plus pisser dans les piscines, parce qu'il y a une rumeur comme quoi l'eau se colorait quand tu pissais dans la piscine. Et c'était une angoisse. Chaque fois que tu pissais dans la piscine, tu le faisais très discrètement, comme ça. Alors, tu le fais régulièrement, quoi. Alors, en plus, voilà, il avoue. D'ailleurs, tu le faisais au-dessus de la piscine au bord. On n'a plus que Laure Manodou comme pisseuse dans les piscines aujourd'hui. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. On va gêner avec Michel Bernier, Jean-Marie Bigard, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motro, Titoff et l'insulaire de cet après-midi, Laurent Ruquier. Oh là 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 là, j'avais oublié en fait, que Philippe Alfonsi était corse. Jamais je n'aurais dû. Comment tu peux oublier ça, Laurent? J'aurais dû aborder ce sujet avec vous. D'autant que vous remettez le couvert à chaque fois, donc ils ont quand même été un peu salauds, les Corses. Pas du tout, au contraire. La vraie polémique, elle n'est pas née du fait que qu'on trouve ça normal que des gens s'introduisent chez Christian Clavier. Évidemment, elle a raison, Michel Alliot-Marie, en tant que ministre de l'Intérieur, de dire voilà, il y a violation d'une propriété, on ne doit pas
faire ça c'est vrai. Mais ça serait fini au pastis. Mais c'était déjà le cas. Tous d'accord avec ça que c'est pas normal et que il y a eu violation d'une propriété privée. Le seul problème, c'est qu'on a quand même un peu l'impression que ces derniers mois et ces dernières années, il y a eu des choses beaucoup plus graves qui se sont passées en Corse et qui ont suscité évidemment moins de réactions. C'est ça le. Oui, mais c'est la villa de Christian Clavier, donc obligatoirement on en parle. Ouais. Donc c'était pas beaucoup plus grave finalement. C'est vrai, on en parle parce qu'on veut toucher le président par un de ses amis intimes. C'est ça qui est utilisé. C'est pas une prise d'otage, mais c'est un truc irrégulier qui fait pour, Toi, t'as peur pour ta baraque, toi. Non, j'ai pas de baraque en Corse pour ça, tu vois. On sent pas, vous les aimez pas trop, hein, vous les Corses, Jean-Marie. Moi, il y a un vraiment. Je les ai aimés, je leur ai léché le cul comme il fallait. J'ai hurlé vive la Corse. Ma femme a sucé des Corses. On a fait on a vraiment fait des efforts, tu vois. Et à force de se faire voler tout le temps, tu vois. Et un coup, j'ai dit, à force de faire voler, parce qu'on pouvait pas aller jouer là-bas, parce que le mec te demandait, le théâtre, il coûtait, mettons, 10 unités, tu vendais 300 places, il se mettait à coûter 20, le surplus de lumière, et puis à la fin, c'était toute la recette qu'il fallait donner. Donc je disais, moi, est-ce que je peux pas directement, par exemple, envoyer l'argent, ça serait et ça m'éviterait le déplacement, et j'économiserais mon billet d'avion. Et tout ça, donc, voilà. Et alors, un jour, je dis quand même, allez, je me change, je continue, je suis encore 2-3 Corses, j'y vais, vous êtes formidables, j'aime les mecs qui ont des grosses paires de couilles comme vous, j'adore les gens qui adorent les armes et tout, et puis, je dis, là, je vais jouer et je vais donner la recette. Directement, je le dis vraiment. Et en échange de quoi, il y a un mec qui me reçoit donc dans un très bel hôtel de Calvi. Donc là, je suis tranquille, je donne la recette. D'ailleurs, à l'époque, c'était en francs. Hein. Donc je donne la recette, je joue deux fois. Ils ont trouvé le moyen entre Corses de faire une double billetterie pour se voler eux-mêmes. Déjà. Et ensuite, j'avais 5 chambres dans cet hôtel et il m'avait payé 55 000 francs à l'époque, alors que j'avais donné la recette des 2 soirs. Alors j'ai dit, moi ça a commencé un chien. Et puis une autre fois, je dis, je sors avec ma femme de l'eau, les seins nus. Et elle dit, c'est pour Corse ce matin. Mais je dis, mais moi, ça tombe bien, j'adore les Corses, j'adore la Corse, c'est tout. Ma femme en a encore sucé 2 ce matin, ça. Et elle dit, c'est que pour Corse ce matin. Et dans la journée, ils vendent ces photos à tous les journaux. Et là, j'ai explosé. Ouais. Donc j'ai dit, non, je veux bien, mais moi, je veux bien me faire enculer un petit peu, mais les kékettes n'ont pas d'épaule. Tu sais, quand la tête, elle passe, le reste passe, tu vois. Et donc, voilà, je me suis retiré, tout simplement. Les kékettes n'ont pas d'épaule, ça je dois dire. C'est un joli titre. C'est ma grand-mère disait ça à ses filles. Elle disait quand elles allaient au bar, elle disait attention, s'il y a un garçon qui te dit je te mets juste un centimètre, tu dis non. Les kékettes n'ont pas d'épaule. Maintenant, je vais vous donner la liste de 15 villes. Bon, ça va aller... peut-être je vais m'arrêter avant, parce que 15, c'est beaucoup. Mais enfin, quand même, je vais vous dire Paris, Versailles, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Limoges, Nancy, Metz, Reims, Valenciennes, Arras, Caen, Nantes, La Rochelle. Et dans toutes ces villes, les étudiants vont découvrir des endroits qu'ils ne connaissaient pas, lesquels? Les casernes. Racontez. Parce que maintenant, elles vont servir de chambre d'étudiants, enfin de campus pour tous les étudiants de France, puisque les casernes sont vides maintenant. Bravo Michel Bernier. Je m'y connais en caserne. Les militaires, effectivement, les casernes qui vont se vider à cause de la nouvelle carte militaire française vont servir à des logements étudiants. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve symboliquement pour très une beau. fois que c'est une bonne idée. C'est magnifique, ça. Alors, faut voir comment c'est. Des pensions par des étudiants, je trouve que c'est très bien. Est-ce que c'est sympa comme voilà. Qui a déjà été en cité U? Parce que c'est vrai qu'il y en a des biens. Hein, Bon, déjà, qui a fait des études? Moi, j'ai fait 3 4e. Moi, j'ai déjà fait cité U. C'est vrai? Mais je suis pas resté longtemps, je suis resté juste 2-3 heures et je suis parti après. Ah oui. Parce qu'il connaissait une fille qui... Vous avez rencontré une étudiante, en fait. Oui, et puis même, je sais que ça se fait pas, mais j'avais pas pu dormir. Hein. Pourquoi? Ça m'avait un peu... miné. Oui, il y avait une autre personne qui dormait à côté, tout ça. Parce que vous rentrez avec une fille dans son logement étudiant et il y a une autre étudiante qui dort au-dessus. Oui, et puis la deuxième voulait pas faire des trucs avec nous, donc je me suis barré.
Tiens, ça c'est une question assez simple, hein. J'imagine que vous l'avez entendu sur toutes les radios, puisque chaque année on a le droit au classement des prénoms. Quel est le prénom le plus répandu chez les garçons et celui le plus répandu chez les filles pour l'année écoulée, et même plus précisément pour les 6 mois qui viennent de s'écouler. Et les bébés, les prénoms qu'on vient de donner aux bébés. Il doit y avoir tu sais que Enzo, moi j'ai été plus jeune bébé de France 2 années consécutives. Qu'est-ce que c'est que c'est rien, c'est drôle. C'est de l'humour. J'ai été plus jeune bébé de France 2 années consécutives, c'est drôle, c'est tout. En tout cas, Jean-Marie... Ça ne se discute pas, c'est un trait d'humour. Jean-Marie n'est pas dans la liste. Tout de suite après, puis voilà, on passe à autre chose. Jean-Marie n'est pas dans la liste. Il doit y avoir des Enzo, non? Alors oui, Enzo, c'est le 2e prénom. Oh la vache, c'est le 2e, Enzo. On est revenu à des prénoms un peu traditionnels. Des Julie, non? Alors Julie, non. Il doit y avoir des Mathéo. Non, on est revenu à des prénoms traditionnels. C'est assez cyclique. Marcel. Mathéo, c'est seulement le 17e prénom. Est-ce que c'est un prénom tiré d'une série télé? Non, c'est un prénom tout bête, tout simple. Pierre. Non. Frédéric. Mais vieille France un peu. Un peu. C'est vrai que Charles. Il y en avait déjà dans les pièces de Molière. Il faut penser monument mort 14-18, quelque chose comme ça. Là, tu vas à ces prénoms-là, tu vas retrouver quelque chose. C'est Pierre, Charles. Non, un prénom très Marie. Court. Tartuffe. Pas Tartuffe. C'est super à la mode, ça. Clérambard va revenir à la mode, évidemment. Appelez vos enfants Clérambard. Claude. Octave, on est proche, mais c'est pas Victor. Claude. Non, pas Victor. Hector. Non, c'est pas en or. Ça commence par quelle lettre? L. C'est Lucas. Lucas, évidemment. Lucas. Il y avait des Lucas déjà à l'époque. Et Lucas est le premier prénom masculin choisi par les parents depuis 6 mois, devant Enzo et Nathan. Voilà les 3 prénoms masculins les plus choisis. Vous êtes contents de vos prénoms, vous tous? Michel, par exemple? C'est-à-dire que, c'est pas mal, Michel, ça va, c'est doux, c'est pas trop marqué, ça va. Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui, hein. Moi aussi, Jean-Marie, c'est pas trop marqué, moi je trouve que c'est sympa. Et puis il faut... Titoff, c'est pas trop marqué. Non, Christophe. Vous, c'est Christophe, en fait. C'est Christophe. Oui, on est en CM2, on était pas nombreux. Dans la classe, on était 8. J'avais un copain, il s'appelait Marcel. Ils étaient que 2. Il y avait lui et le proviseur, quoi. Oh, ça va. Fabrice, c'est pas vraiment un prénom. Vu mes origines africaines, je me plains pas. Ça aurait pu être bien plus catastrophique. J'ai un cousin, ils l'ont appelé Claude François, mais le prénom, c'est drôle. Je vais vous éviter Claude François. Nous allons plutôt entendre ensemble Hugh Coltman. Ça ne vous dit rien, Hugh Coltman, parce que c'est une découverte européenne. C'est un chanteur folk anglais. L'album s'appelle Stories from the Safe House. L'album est prévu pour le 13 octobre prochain, mais nous avons déjà sur Europe 1, quelle chance, un avant-goût de cet album. Hugh Coltman, Could You Be Trust? Laurent Ruquier et toute l'équipe n'ont pas gêné. Titoff, Michalak, Alfonsi Eboué, Bernier, Motro et Clérambard. Le Clérambard du Théâtre Hébertot, Jean-Marie Bigard. Attention Jean-Marie, comme les autres, vous allez devoir tenter de répondre à cette question. C'est encore une citation. Qui hier a déclaré « Je connais mieux le quartier que vous puisque j'y suis né ». Qui a déclaré hier « Je connais mieux le quartier que vous ». C'est un maire, un député? C'est un homme politique de toute façon. Non, c'est pas un homme politique et c'était en tout cas effectivement lors d'une réunion municipale. Donc c'est un conseiller municipal? Non, il n'est pas du tout conseiller municipal. Il était d'abord dans la salle, il a assisté au conseil municipal. De quel quartier s'agit-il? Ah ben ça vous trouve évidemment. Est-ce que c'est à Paris d'abord? C'est à Paris. Est-ce que c'est un quartier dont on parle beaucoup dernièrement par rapport à l'entrée future de la Star Academy? Oui, Titoff, tout à fait. Alors, qui aurait dit ça? Le quartier qui peut connaître... Alors, c'est quelqu'un qui était à cette réunion municipale où effectivement beaucoup de riverains se plaignaient de l'arrivée des stars académiciens dans le quartier du Marais. C'est pas Nikos Aliagas? C'est Nikos Aliagas. Bonne réponse de Michel Bernier.
Nikos était là dans la salle, il a assisté effectivement aux échauffourées qu'il y avait carrément entre la mairie et les riverains qui râlaient, qui s'exprimaient, qui étaient manifestement mécontents de l'arrivée. Il y avait 200 riverains du Marais qui étaient là et ils ont laissé éclater leur colère contre la Starac et l'arrivée d'Endemol dans leur coin. Bon voilà, ils veulent pas que le château... Non mais ce qu'ils craignent, c'est les fans qui vont venir 24h/24 être là, je les comprends un petit peu. Hein. Et les embouteillages et tout ça qui est déjà bien servi dans le Marais. On pourrait peut-être appeler dans ce quartier Fabrice Eboué, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui aimez vérifier l'information. Allez, on va vérifier. On appelle quoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle un commerçant peut-être du quartier? Ouais, allons-y. C'est parti. Il a une bonne sonnerie déjà. Il a l'air d'être fermé surtout. Bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, je suis bien au salon de coiffure? Exactement, chez Moser, monsieur, je vous écoute. Oui, bonjour madame, voilà, bonjour. Je suis monsieur Fabrice Charon. Oui. Je suis assistant de monsieur Pierre Edenbaum. Oui. Voilà, je vous appelle concernant, vous savez que la Star Academy va bientôt s'installer dans notre quartier, je sais pas si vous êtes au courant. Oui, pas très loin, rue Charlot, apparemment. Oui, tout à fait. Je vois que ça vous fait plaisir, ça tombe bien. Ouais. Voilà, en fait, on va redécorer tous nos commerçants aux couleurs de la Star Academy. Alors, attendez, ne quittez pas, je vais vous passer mon patron. D'accord? Vous voyez ça directement avec lui. Bien sûr, madame. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Fabrice Charon, je suis l'assistant de monsieur Edenbaum, le maire du 3e arrondissement. Oui. Oui, vous n'êtes pas censé ignorer que bientôt la Star Academy va s'installer auprès de votre commerce, rue Charlot. Oui, je voilà. Pour l'occasion, ce qui se passe, c'est qu'on essaye un peu de soutenir ce qui se passe et on va redécorer nos commerçants en couleur de la Star Academy. Oui. Donc, vous devriez recevoir un gros carton cet après-midi avec tous les posters des candidats. S'il serait possible de redécorer votre commerce avec les posters des candidats, il y aura bien sûr aussi des petits flyers Star Academy à offrir à vos clients. Oui. Donc c'est un carton, il y a une quinzaine de posters, c'est les candidats qui sont plutôt sympas, donc vous devriez être assez contents. Et voilà. Et si c'était possible également d'offrir avant les primes tout ce qui va être brushing, tout ce qui va être coloration à nos candidats, ce serait sympa. Donc le partenariat, je sais pas comment on peut l'envisager. Ils sont pas sous contrat avec Franck Provost Non, on a arrêté, c'était une catastrophe au niveau des brushing, il y avait à chaque fois des débordements, c'est catastrophique. Hein. Vraiment, Franck a fait un travail de saligo là-dessus. Ah bon? Au niveau des posters, je vous rassure, il y a plusieurs candidats qui sont homosexuels, donc ça colle avec la thématique du quartier. Vous êtes homosexuel, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes coiffeur dans le Marais, vous n'êtes pas homosexuel? C'est très drôle comme blague, mais je vous assure que c'est limite quand même. Hein. Bah si je vous dis que je suis pas homosexuel... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur? Ça sert à quoi de s'installer dans le Marais si c'est pour ça? Je vais appeler un charcutier, moi je serais sûr de tomber sur de... Il faut bien changer un petit peu, quoi. Monsieur, merci d'avoir répondu si gentiment à Fabrice Eboué. Vous êtes sur Europe 1 On va se gêner, toute l'émission de Laurent Ruquier. Toute l'équipe est là, Jean-Marie Bigard, Michel Bernier. Vous étiez au courant, évidemment. Est-ce que ça vous agace ou pas, l'arrivée de la Starac dans le quartier, sérieusement? Non, ça me dérange pas du tout. Bon, pas au point quand même de mettre des posters dans votre vitrine, franchement. Bah, je sais que c'est sous contrat avec Franck Provost, donc ça m'étonnait un petit peu. Vous avez été très malin sur ce coup-là. Voilà. C'est les boulangers qui sont contents apparemment que la Starac s'installe dans le Marais. Pourquoi? Parce que les fans mangent du pain. Non, parce que si Magali Vaé est invitée, en une journée, il faut le chiffre d'affaires annuel. C'est vrai, je jure. Il y a du monde dans votre salon aujourd'hui? Oui, il y a du monde. Oui. Alors on va pas vous déranger trop longtemps. On vous remercie pour votre gentillesse. Merci, monsieur. Merci beaucoup. On va se gêner, c'est la deuxième heure de l'émission avec Michel Bernier, Isabelle Motro, Titoff, Fabrice Eboué, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak et le nouveau Clérambard, Jean-Marie Bigard. Merci Laurent. À partir du 16 septembre au théâtre Hébertot. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune Suisse, mais je ne vais pas vous la raconter jusqu'au bout, d'autant que deux auditeurs... Parce qu'elle est trop longue, elle est trop lente. Non, vous allez trouver la fin de cette histoire dès que je l'aurai commencé, mais en plus vous serez en concurrence avec deux auditeurs, c'est le challenge de On va se gêner 2 fois par heure. Émilie de Lyon est au téléphone. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Quel âge vous avez, Émilie? Bonjour Émilie. Oula. La ménagère plus de 50 ans, vous voyez. La ménagère de plus de 50 ans, mais il en faut pour la publicité. Vous avez une voix drôlement jeune. C'est la première personne qui s'appelle Émilie, adulte, que je rencontre, que je parle. Oui, parce qu'elle meurt toute très jeune d'habitude. Non, écoutez, d'habitude, c'est le prénom de ma grand-mère en plus. C'est le prénom de votre grand-mère. C'est un joli prénom, Émilie. Émilie, je m'appelle Émilie. Évidemment,
Et voilà, Oui, cette chanson signée Philippe Châtel a beaucoup fait pour le prénom qui est. C'est vrai, Émilie, c'est un joli prénom. Émile Louis, c'est encore plus beau, mais Émilie, c'est pas mal. Ah, c'était terrible cette parodie qu'on avait pu faire. Je m'appelle Émile Louis. Ah non, vous avez fait ça? Oui, on a fait ça aussi. Ça s'appelait Émilie, mon guide, si vous vous souvenez. Non, ça c'est Nathalie. c'est Nathalie. C'est ça, c'était de l'humour. J'ai essayé de faire un truc drôle. Ah oui, C'est incroyable. Tu vois, Milly, ma fille. Ah oui, j'ai connu ça. C'est ça. Il y avait beaucoup de choses. Là, il plein. Alors attention, Émilie, vous faites quoi dans la vie? Écoutez, c'est simple. Hein. Moi, lorsque l'addiction à votre émission est devenue trop forte, j'ai dû arrêter de travailler. Ah, c'est vrai. bah oui. Vous avez arrêté de travailler? C'était plus compatible avec mon activité professionnelle, donc. Vous avez arrêté pour nous écouter. Ça, c'est bien. Vous travaillez maintenant à domicile. Voilà. David de Vitry-sur-Seine, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Vous aussi, vous êtes un fidèle auditeur, j'imagine. Tout le temps, oui. Vous êtes inscrit en tout cas sur ruquier@europe1.fr pour participer à notre challenge. On manque de filles, hein, je le rappelle. Mais désolé. Mettez une jupe, David. Mettez une jupe. David, faites quoi dans la vie? Je suis ingénieur dans les télécoms. Il y a eu beaucoup de chansons de fête aussi sur David. Hein. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et j'ai crié David, pour qu'il revienne. Qui confond tout. Hein, ça a fait un tabac, ça aussi. Elle a beaucoup fait aussi. Vous avez des chouchous dans l'émission, David? Ah bah j'aime beaucoup tous vos chroniqueurs, à part peut-être Stevie, mais c'est parce que j'ai une dent contre les économistes. Ah. Les grands économistes. Moi, je suis pas un chroniqueur, mais je me débrouille bien quand même avec les filles. Hein. Un chroniqueur, a dit Laurent, je crois. Un gros. Émilie, vous? Non, écoutez, moi j'aime tout le monde. Ah, vous aimez tout le monde, c'est parfait. Vous avez intérêt d'ailleurs parce que ils vont tâcher d'aller plus vite que vous pour répondre à cette question qui concerne donc un jeune Suisse qui a réussi à vendre 150 000 € à un artiste belge. À vendre quoi? Il a vendu quelque chose à un artiste. C'est belge. musical Oui, un Suisse donc a vendu à un Belge, un artiste belge, quelque chose. Et il n'y a pas, normalement, l'histoire, il n'y a pas un Chinois aussi Non. Est-ce que c'est Il a vendu un une tenue d'artiste, non? Qu'est-ce que vous avez dit? Dans l'IB, j'ai vu un tatouage. Non, c'est pas... Alors oui, précisément, je vais vous accorder la bonne réponse de toute façon, mais quoi exactement, vous savez? Bah, je sais plus, c'est religieux, non? Enfin, C'est un tatouage sur son dos. Ce jeune Suisse a vendu 150 000 €, son dos tatoué par un artiste belge, et il l'a vendu à un collectionneur qui pourra l'exposer 3 fois par an. Voilà. C'est la première fois qu'il y a une transaction de ce type. Mais quoi, il lui a découpé la peau? Mais Le non, mec il va s'est venir, vendu, le il s'est mec il vient vendu, les non, jours, il reste là 3 jours. Il n'a pas le droit de le montrer à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'au décès du porteur du tatouage, le tatouage écorché au décès reviendra au propriétaire. Mais en attendant, il s'expose 3 fois par an. Voilà, exactement. Voilà. Le contrat C'est ça. prévoit que l'acheteur pourra Le mec qui exposer. vient tout nu, Il a torse nu. Alors, il a un contrat pour les pieds aussi, là, mais bon, il a peur d'avoir des dates en même temps. Si ça intéresse quelqu'un, Fabrice a un piercing sur le gland, hein, s'il veut l'exposer aussi dans sa galerie. Parce que ça peut intéresser des gens. Mais ça veut dire que quand le mec va décéder, donc... On va le dépecer en quelque sorte. On va appeler un tanneur ou un truc comme ça. et d'accord. puis tu vas- Voilà. Non, c'est sympa pour la famille, tout ça, c'est génial. Et en plus, attention, l'acheteur a le droit de revendre ou de léguer l'œuvre comme n'importe quel autre bien acheté. C'est une transaction nouvelle qui vient d'avoir lieu. On peut désormais vendre son corps tatoué. Mais il n'a pas le droit de le tuer pour le récupérer plus tôt, quand même. Non, mais il peut lui dire dépêche-toi. Mais si le collectionneur veut avoir l'œuvre chez lui, il faut qu'il ait le mec chez lui tout le temps. Exactement. alors. Mais vous savez que Mais des fois, comme quoi, la peau du dos, ça coûte la peau du cul. mais c'est de plus en plus courant dans les expositions. Je suis allé cet été à New York dans un nouveau musée qui se trouve du côté de Soho, un nouveau musée d'art contemporain, art très moderne, même ultra moderne, je dirais, où j'ai vu des choses insensées. À un moment donné, je suis avec mon ami, on descend les marches d'un étage à l'étage inférieur, et en bas des marches, on voit quelqu'un qui est par terre, semblant avoir un malaise. Alors on se dit, voilà, il faut qu'on l'aide, à évidemment à se relever, et le type nous fait chut. Et en fait, c'était une œuvre. Ah oui, c'est-à-dire que le type était là, se traînait par terre, faisait des mouvements assez lents, et ça faisait partie de l'exposition. Voilà, il y a une dame qui s'est
étouffé dans son vomi, personne n'est venu à son secours. Je pensais que c'était une œuvre. Il y a plein d'œuvres dans Paris, mais qui tendent la main. Il faut faire attention. Mais c'est étonnant, mais je vous jure que c'est vrai. Vous aviez vu ça déjà, Philippe Alfonsi? Enfin, non, j'avais vu déjà des trucs un peu loufoques comme ça dans les Ça, c'est vraiment de l'art contemporain. Mais là, j'avais jamais vu. C'est de l'art vraiment contemporain. Oui, là. Contemporain, oui. Par contre, pour en revenir à la personne qui a vendu son dos, le tatouage, j'ai une info comme quoi il regrette un petit peu de l'avoir fait sur le dos comme ça. Ah oui? Bah oui, parce que chaque fois qu'il y a une expo, il passe la journée le nez contre le mur. Il s'emmerde. Sur le torse, c'est vrai que ça aurait été. Non, mais ils lui ont mis visible. des miroirs dans le fond, comme dans les pipe shows, tu sais, comme ça, il peut quand même regarder les gens qui le regardent. Bravo en tout cas à notre auditeur David de Vitry-sur-Seine. Vous remportez le filet garni, des places pour aller voir des tas de spectacles à Paris. Fabrice Eboué, évidemment Claire Rambard avec Bigard, le DVD d'Enfin Veuve d'Isabelle Mergo qu'on va vous envoyer, le livre dont on parlera tout à l'heure signé Tristan Garcia chez Gallimard, La meilleure part des hommes. Si par malheur vous ne pouvez pas venir à Paris, quoique vous êtes en région parisienne. C'est formidable pour vous en plus. Depuis Vitry, vous allez pouvoir faire plusieurs déplacements et voir tous les spectacles que nous vous proposons. Désolé en revanche évidemment pour Émilie. Émilie. Oh, bah, écoutez, ce n'est pas bien grave. David va partager. C'est vrai, ils sont drôles. Il est partageur. Tous nos auditeurs ne sont pas socialistes. Et d'ailleurs, ils le sont qui partagent pas beaucoup au PS en ce moment. C'est pas vraiment ça. Hein. En tout cas, dites donc, on vous remercie. Vous avez été rapide, hein, vraiment. Je voudrais juste passer un message à ma copine pour lui dire que, tu vois, à 17h, j'étais pas chez ma maîtresse, j'étais en train de répondre aux questions de Laurent Ruquier en direct. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas téléphoner depuis chez sa maîtresse, hein, c'est une bonne excuse. Mais moi j'ai déjà baisé en téléphonant aussi. Faut pas me raconter d'histoire. Merci, on vous embrasse, on vous applaudit tous les deux. Nous parlions il y a quelques minutes de ce Suisse qui a réussi à vendre à un artiste et à un collectionneur son corps tatoué, mais c'est devenu de plus en plus commun puisque je vois, par exemple, le cas d'un Texan qui lui n'est pas artiste mais qui est prisonnier condamné à mort. Il est dans le couloir de la mort, comme on dit. Il s'appelle Gene Hatton et selon ses dernières volontés, il a cédé lui aussi son corps à un artiste parce qu'il souhaite devenir une œuvre d'art, mais pas n'importe quelle œuvre d'art. Il a autorisé l'artiste Marco Evaristi à faire quoi de son corps? À mettre des ampoules. Non, après il va la chaise électrique. des espèces de plastique. Il écorche et il plonge dans du plastique et après on voit son corps écorché. Pas du tout. L'empaillé, quoi. Pas l'empaillé. C'est assez étonnant. C'est la première. Il doit être tué comment? Par les chaises électriques? Ah oui, j'imagine. Puisque c'est par injection. C'est aux États-Unis. Parce que les chaises électriques, ça abîme pas mal, hein, quand même. La chaise électrique? Ouais, c'est pas bon. Non, mais après, s'il peut garder un peu de courant ou quoi, on peut faire un lampadaire. Alors, c'est pas pour faire un lampadaire, c'est encore plus étonnant que ça. Il lègue son corps à l'art et il veut donc devenir une œuvre d'art, mais une œuvre d'art très contemporaine et très particulière. Hein. Ça relève de ce dont on parlait tout à l'heure, parce que jamais... Il veut se faire reformuler, non? Non. Avec ses cendres. Alors c'est presque des cendres, quasiment des cendres, parce qu'il va se faire... Incinérer? Mieux qu'incinérer, parce que... En braise, juste les braises, quoi. Non, non, parce que... Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux qu'incinérer? Parce qu'après, il se trouve que... Comme un aller-retour, comme un aller-retour. Saignant, plutôt. La bleue à quoi? Entre saignant et à point. Mieux qu'incinérer, tu dis? C'est-à-dire que les visiteurs qui viendront voir l'exposition dans laquelle... Laissez Christian Clavier tranquille. Oui, c'est bon, on a assez parlé. Les visiteurs qui viendront voir l'exposition dans laquelle figurera d'une certaine façon, je peux pas vous dire laquelle puisque c'est le but de la question. Ils pourront repartir avec des cendres. Non, ils repartiront pas. Il va faire une œuvre à base avec ses cendres en fait, soit un tableau, une poterie, quelque chose. Non, alors je vais essayer de vous aider parce que manifestement ce condamné à mort aimait particulièrement les animaux parce que ça a un lien avec une... Ils veulent donner à manger à des animaux? Oui. À des cafards? Pas des cafards. Des araignées? Des cochons? Des araignées? Des chiens héroïnomanes? Des chiens? Non. Des animaux qu'il y a dans les prisons? Non. Vous allez voir, c'est très particulier. Des petits animaux. Des petits animaux. Des piranhas. Ah, c'est-à-dire, oui, c'est pas des poissons. Des poissons rouges. Des poissons. Il lègue son corps à l'art et aux poissons rouges. Il a autorisé l'artiste Marco Evaristi à lyophiliser son corps
Comme le Nescafé. Pour le transformer en aliment pour poissons. Daphne, il va devenir un des Daphne. Pendant l'exposition, les visiteurs pourront nourrir les poissons rouges avec les restes de son corps lyophilisé. Voilà l'idée qu'a eu ce condamné à mort. Lyophilisé, j'aimerais bien savoir comment ils vont le lyophiliser. Ils vont le faire chauffer. Il y a quand même des idées de folie. Hein. C'est dans le Courrier international que j'ai trouvé cette information. Et on va revenir à des choses un peu plus sages, moins étonnantes, mais quand même, ça nous donne l'occasion de voir un joueur de tennis torse nu, c'est Paul-Henri Mathieu en l'occurrence, qui dévoile son jeu d'attaque, nous dit le Figaro magazine et l'équipe magazine aussi. Pour quelle raison peut-on voir Paul-Henri Mathieu torse nu? C'est pas lui qui est avec Nolwenn Leroy, c'est pas lui? Ah, c'est vrai qu'il est avec Nolwenn Leroy, je crois, Paul-Henri Mathieu. Il me semble, hein, c'est pas celui-là. Ah non, c'est un autre tennisman. C'est pas Santoro? Ah, c'est Santoro. C'est Santoro, il me semble. Enfin, il joue au tennis, hein. C'est Arnaud Clément. C'est Arnaud Clément. C'est un des trois. Santoro est avec Astrid Veillon, il me semble. Ah, c'est ça. Il y a une mode tennisman. Il y a une mode tennisman. Il y a eu la mode footballeur et il y a la mode tennisman. Ah, écoutez, la preuve qu'il y a une mode tennisman, c'est cette photo de Paul-Henri Mathieu. La mode de ping-pong, il n'y a pas trop eu, hein. Il fait de la pub. Il est torse nu pour une pub. Non, il est torse nu sur un cours de tennis ou genre? Je vous ai dit que c'est quelque chose d'assez banal. Hein, est-ce que c'est pour une bonne cause? C'est toujours dans ces cas-là pour une bonne cause. C'est lié à une bonne cause, quand même. On dit toujours ça. Il se met torse nu pour une bonne cause. Pas tout à fait. Il s'est fait tatouer quelque chose alors, si on en revient à ça? C'est pas une photo. Il est poilu? Oh, non, il est plutôt imberbe. C'est pas une photo. C'est une photo, il est torse nu en photo. Donc c'est pas une pub, mais c'est quand même une photo. Une photo, entre autres. Pour un calendrier. Et voilà. Comme les rugbymen, les tennismen du classement et du circuit ATP ont décidé eux aussi de poser. Il y aura maintenant le calendrier des tennismen de l'ATP. Par contre, les rugbymen, ils cachaient leur sexe avec le ballon de rugby. Les tennismen, ils vont faire quoi? Ah, c'est vrai qu'à travers la raquette. Avec le manche. Non, une balle, c'est opté. Non, mais il peut y avoir des acheteurs parce qu'ils sont assez sexy, pas tous, hein. Pas tous quand même. Les tennismen. Ouais, ils sont pas mal gaulés généralement. Pour Gaël Monfils, la raquette ne suffira pas. Je vous le dis tout de suite. Et pour les tenniswomen, il peut y avoir des acheteurs aussi parce que il y a déjà. quand même de jolis tenniswomen quand même. Mais moi, ça m'intéresse moins. Hein. Je préfère les tennismen. C'est vrai, vous avez un petit chouchou parmi les tennismen. Ça fait un moment que je les ai pas vus. Hein. Je crois que je ah oui, vous en êtes Guillermo resté à Villas, Arthur H. Et j'aimais bien. Jimmy Connors. Lacoste, il était beau gosse. Lacoste, il était beau gosse. Lacoste, il a les couilles dans la terre battue. Hein. Je crois qu'Henri Cochet avait du charme. Oui, de toute façon, l'éjaculat en poudre, c'est pas gênant sur la terre battue. Un Allemand vient d'être interrogé par la police parce qu'il a été surpris à 100 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h. Il roulait à 100 km/h au lieu de 80. Mais il n'était pas en voiture. C'est ça l'originalité évidemment de cette information. Il était en vélo. Non, pas en vélo. En roller. Il était en tracteur. Pas en roller. En skateboard. En skateboard. Bonne réponse de Titoff. En skateboard. Comment il a fait ça? Il était accroché derrière une voiture, quelque chose comme ça. Il s'est fait tirer par une voiture, non? Exactement. Le skateur a pris son élan. Pas par une voiture, mais il s'est fait tirer par une moto avant de descendre le tronçon le plus abrupt du pays en direction de Stuttgart. Et évidemment, il s'est fait filmer pour que ça passe sur le site internet YouTube où on voit son exploit. Sauf qu'évidemment, la police s'empare de l'affaire, qu'on n'a pas le droit d'être à 100 km/h sur un tronçon limité à 80, même en skateboard. Ah, ils l'ont pas, parce que je croyais qu'il avait arrêté sur le coup. Ralentissez, moi, vous mettez sur le côté. Son permis de je croyais qu'il était passé volontairement devant un radar pour faire rigoler les gendarmes. Ah, mais quand même, c'est impressionnant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui retirer quel permis, là? Déjà, ils vont lui retirer son skateboard. Je peux dire, ça va calmer. Moi, je me suis fait tirer, souviens-toi, à 160 ou 157 km/h derrière une voiture, à plat ventre. Ah oui? Vous, Michel Bernier ou Isabelle Motro, vous êtes déjà fait tirer par une vedette? Ça, je me disais, c'est incroyable que personne n'ait fait. Bizarre, ça. Je me dis, tout à l'heure, ils disent tirer, ça va bien venir. Vous êtes quand même en petite forme. C'est le rêve de toutes les comédiennes. Hein. Ah bah oui, bien sûr. D'être sur les planches, les jambes écartées, se faire tirer par une vedette. Ça s'appelle du ski nautique. Ça s'appelle du ski nautique. C'est ma terre, c'est le nouveau single signé Christophe Mahé, un extrait de son album acoustique Comme à la maison, album dont la sortie est prévue le 29 septembre
prochain. L'album a été enregistré, Philippe Alfonsi, écoutez bien, sur une plage en Corse. Voilà. Et c'est un nouvel album de Christophe Mahé. Avant-goût de cet album, c'est ma tête. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge Liado. Comme Bonjour chaque Laurent, bonjour. vendredi, vous nous proposez les chansons tabous, c'est-à-dire des thèmes rarement évoqués par les chanteurs. Et là, c'est vrai que vous avez trouvé un thème auquel je n'aurais pas pensé, c'est la sexualité chez les personnes âgées. Je ne dis pas chez les vieux, parce que le mot vieux lui-même est devenu tabou en quelque sorte. Goldman en a fait une. C'était quoi? Pour les personnes âgées, pour les vieilles dames. On n'échappe à rien, pas même à ses fuites. Moi, je croyais que c'était il met du vieux pain sur son balcon, mais... Il y a un truc comme ça, il y a un jeune qui va... Elle s'est fait un pépé toute seule. C'est le thème de l'émission, et c'est un gigolo comme ça qui va à la coupole, tu sais. Ah, je sens que ça va être léger. Il y a une vieille comme ça qui l'aborde, 80 ans, il hésite, donc elle lui propose énormément d'argent. J'aime bien que tu as précisé, il hésite. Ouais, c'est ça. Non, mais il accepte pour beaucoup d'argent, 80 ans. Ils vont dans une chambre d'hôtel, si tu veux. Ils se déshabillent, ils commencent à faire leurs affaires. Il essaye de la pénétrer, si tu veux. Ça rentre absolument pas, quoi. Et la vieille dit, attends, je reviens, va dans la salle de bain 5-10 minutes, comme ça, il attend. Elle revient, il recommence. Ça rentre parfaitement. Il dit à la vieille, oh là, chérie, tu me donnes du plaisir, je nage dans le bonheur. Elle dit, non, j'ai retiré mes crocs, tu nages dans le pu. Oh non. Bon, je suis désolé, mais je pars. Elle est dégueulasse. Ça, je dois dire, je suis ravi, j'ai assisté à un Bigard dégoûté. Non, vous comprenez, il y a des limites, Fabrice Eboué. Bien sûr. La grand-mère qui dit au petit garçon, tu vas mettre le suppositoire à grand-mère parce qu'elle peut plus le mettre, elle est plus assez souple, donc elle se met à quatre pattes, elle relève sa jupe, et le petit garçon, il dit, je le mets dans le trou noir ou je le donne au dindon? Et dire que toutes ces histoires sont écrites par Isabelle Motro, putain. Allez, on peut y aller, viens. Non, écoutez, franchement, notre nouveau directeur, Alexandre Bompard, m'a dit restez comme vous êtes dans cette émission, parce que vous êtes une émission très singulière, mais surtout n'hésitez pas aussi de temps en temps à élever le niveau, m'a-t-il dit. Ça y est, c'est fait. Moi, je crois qu'on fera pas mieux. Alors écoutez, Serge, je sais pas ce que vous pouvez faire derrière ça. Non, mais je crois que nos camarades, justement, ont mis le doigt sur un sujet qui découle, justement, de ce thème-là. La sexualité chez les vieux, c'est plus précisément la gérontophilie. Oui. Voilà. C'est un joli mot pour Et il y a eu des chansons là-dessus. Il y a Jamil qui est un chanteur québécois qui s'est illustré récemment chez Patrick Sébastien en interprétant une chanson intéressante qui s'intitule Je pète au lit. Jacques Dutronc, une chanson qui s'appelle Les Roses fanées. C'est une chanson de Serge Gainsbourg. Bernard Joyer, le parolier préféré de la chanteuse Juliette, qui chante le gérontophile. Vous voyez, il assume. Gilbert Grenier, qui est un chanteur rive gauche des années 60. La vieille dame et le jeune homme. Je vois Michel Simon dans votre liste. Mémère. Oui, ça c'est une chanson connue, Mémère, évidemment. Poème de Bernard Dimet. L'octogénaire, chanté par Geneviève Gilles. Alors ça, c'est une découverte, une vidéo hilarante que vous pouvez trouver sur le net, sur YouHumour, et je remercie Philippe Vaillant pour m'avoir fourni l'extrait sonore. Une chanson, alors que certains connaissent, qui s'appelle La Pipe à Pépé, qui est une chanson d'Henri Tachant. Vous vous souvenez d'Henri Tachant? C'est le classique du genre, La Pipe à Pépé. Et puis, alors, un copain à nous, qu'on a connu dans le temps, le chansonnier Martial Carré, qui était le directeur du caveau de la République, d'un théâtre de chansonniers, oui, et qui, dans les voyages organisés, c'est le titre de la chanson, et raconte le marché que représentait, il y a pas si longtemps, le troisième âge, à l'époque où les retraites étaient encore intéressantes. La sexualité chez les personnes âgées en chanson, grâce à Serge Liado. Quand on est vieux, y a plus que le docteur pour jouer. Avec tes fesses, quand on est vieux, on a le zizi qui rapetisse, mais on sait enfin où est le clitoris. Les vieux qui débloquent. J'aime les vieilles guenons. Car moi je suis gérontophile. La bonne soupe est dans les vieux pots, c'est mon topo. Viens mémé, viens mes mères mignonnes. Allons voir si l'arthrose a point d'effet libidineux. Un vieux cupidon moche et barbu décocha un soir qu'il avait bu une
flèches rabougries dans votre mamelle. Vous sautâtes sur moi comme une demoiselle. Mais mère, tu t'en souviens, comme t'as fait des histoires pour me laisser cueillir la marguerite au champ. T'as bien changé, mes mères, mais quand je vois ta tirelire, comment que ça donne envie de faire la route à l'envers. J'ai fait cette nuit un rêve bizarre. J'avais un vieux dans mon plumard. Je n'aimais plus mon jeune premier. Je décidai de le quitter en lui disant finis nous deux. Je te quitte pour un petit vieux. C'est une petite ATP avant qu'il ne la casse. Une petite langue à mémé avant qu'elle ne trépasse. Quand les veufs plaisent aux veufs, ils arrivent avec du vieux à refaire du neuf. Quand on s'aime et qu'on se plaît bien, on s'offre des petits parfums. Ça relance le commerce à la Saint-Valentin. Un jour, vous les verrez faire. Ils feront rebander grands-pères afin de vendre la pilule à grand-mère. Bravo Serge. Bravo. Merci les gars. Non mais évidemment, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, mais en même temps, c'est culturel là, ce qu'on vient de faire, parce que ces chansons-là font partie du patrimoine français. Michel Simon, que j'avais pas réentendu depuis quand même. Quelle horreur. Comment ça? Rien de plus déprimant que cette chanson. Oh, mes mères. Quelle horreur. Oh. Oui, ça va, Bobonne, hein? Non, mais tu fais bien, Serge, de parler de la gérontophilie. À la fois, t'es tranquille. Serge, il y en a une du groupe Odeur qui s'appelait L'amour sans les dents aussi. Moi, j'ai rendez-vous à l'hôtel avec Claude Sarraute, je vais filer. T'en connais rien, le Michel. papy qui ramène des préservatifs parfumés. C'est quoi ça? Il vient, il est venu au salon de l'agriculture, ramène des préservatifs parfumés, tu vois, il y a fraîche, chocolat, tout ça. Et il dit à sa femme, il dit voilà, je vais en mettre et toi tu vas éteindre la lumière, tu vas deviner le parfum. Éteint la lumière, elle se met à genoux, l'autre il baisse son froc et elle fait Roquefort. Elle dit attends, j'en ai pas mis. Hein. Oh non. Il va nous faire rire. Isabelle, je suis désolé. Je ne sais pas si je pourrais aller au bout de cette émission. Je suis au bord de l'évanouissement. La chanson flash du jour concerne... J'évente un peu. Non, parce que là... Qu'est-ce que tu prendras du fromage à midi? La chanson flash du jour. Redevenons... Rien à voir. Rien à voir. Sans transition, comme on dit dans ces cas-là. Sans transition, la chanson flash du jour concerne notre garde des Sceaux, puisque toute la presse s'interroge. Qui est le papa du bébé de Rachida Dati? Peut-être vous allez nous donner la réponse en chanson? Peut-être pas, mais enfin, interrogeons-nous, enquêtons. Le sujet qui depuis la rentrée semble préoccuper le monde médiatique, bien plus que le pouvoir d'achat, le chômage, le RSA, la crise économique, c'est de savoir qui a donc mis la petite graine à la ministre de la Justice. Dans la presse, il y a des enquêteurs qui distillent des indices, et ça c'est très vendeur. Tant qu'on ne saura pas qui est le papa, la France ne pourra pas s'endormir sereine. On commence à voir circuler des noms de PDG ou stars de la première chaîne. On parle même d'un grand d'Espagne dont elle fut la compagne, mais on est bien tranquille. Ce mystérieux papa n'a pas de problème de fin de mois, c'est certainement une huile. On ne sait pas si elle s'enticha cette huile d'arachida, n'empêche qu'elle s'attache pas. Et quand on imprimera le nom d'huile d'arachida, ce sera écrit en gras. Après, c'est juste une première impression à froid. Bravo Serge. Serge Liado. Alors là, je ne sais pas comment faire pour enchaîner avec vous, Philippe Alfonsi, parce que c'est vrai que cette émission est tellement légère aujourd'hui et en même temps très drôle. Tu trouves? Alors là, vraiment, c'est exagéré. Laurent, on va monter d'un cran. Eh oui, parce que... On va monter d'un cran. Jean-Marie, vous ne le savez peut-être pas, mais chaque semaine, nous rendons hommage à quelques personnes disparues dans la semaine, parce que parfois... on les oublie trop facilement et c'est toujours bien de faire un dernier clin d'œil à ceux qui nous ont quittés. Alors, qui avez-vous choisi cette semaine, Philippe? Eh bien, j'ai choisi Tony Duvert. Qui était Tony Duvert? L'écrivain Tony Duvert. Tony Duvert, c'était un garçon qui avait un talent fou. Aujourd'hui, il vient de mourir à 63 ans. Aujourd'hui, il a été prix Médicis. Il y a un de ses bouquins qui s'appelait L'île Atlantique, qui a été récemment adapté à la télévision par Gérard Mordillat, etc. Bon, son thème, aujourd'hui, s'il écrivait ses bouquins, il irait en tôle. Parce que son thème, ce sont les jeunes enfants.
c'est l'homosexualité des jeunes enfants. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'à l'époque, dans les années 70, 73, ce genre de livre pouvait être publié, salué par Le Figaro, s'il vous plaît, salué par Nourricier, soit salué par Poirot-Delpech. Bon. Et ce type a un jour décidé, quand il a vu en effet la tournure que prenaient les choses, quand on a commencé à le traiter de pédophile alors qu'il attaquait les pédophiles, il a dit, écoutez, ça suffit, maintenant j'arrête d'écrire. Et il est mort dans la solitude, alors que ça a été un immense écrivain. J'espère qu'après sa mort, les éditions de Minuit, qui ont été les seules à éditer Tony Duvert, vont faire ressortir ses œuvres, qui étaient en effet assez exceptionnelles. Mais en effet, aujourd'hui, ça tomberait sous le coup de la loi. Il n'y a pas de doute, c'est certain même. Vous avez parlé de L'île Atlantique, qui a été un de ses livres adaptés par Gérard Mordilla. Et d'ailleurs, dans l'article du Monde signé Jean-Noël Pancrazi, qui salue la disparition de cet écrivain, Tony Duvert, on dit que L'île Atlantique était une comédie à la Marcel Aimé, vous voyez, comme oui, quoi. Absolument, oui, mais exactement. C'était la guerre entre les enfants et les adultes sur une île, où les enfants se livraient à des petits larcins et à des amours entre eux. Et c'était un très très beau livre, L'île Atlantique. Oui. Mais le livre qui a eu le prix Médicis en 73 s'appelait Paysages de fantaisie, est également un livre magnifique. Donc voilà. Hommage à Tony Duvert. Un autre nom peut-être? Oh bah oui, alors là, si vous voulez, lui c'est un peu le lutin qui a disparu. L'autre qui vient de disparaître aussi, c'est plutôt le hussard, c'est Alain Griotret. Hussard de la droite, on l'appelle. Oui, hussard de la droite, oui. C'est un type qui disait je crois en la France comme je crois en Dieu. Vous voyez, boum, ça c'est carré, ça y va, boum, ça c'est terrible. Bon, mais si vous voulez, l'intérêt d'Alain Griotret, c'est qu'il a été, au moment où la droite se déshonorait à Vichy, il a fait partie de ces hommes de droite qui ont immédiatement, dès le début, sont entrés dans la résistance et ont résisté au nazisme. Et ça a été un résistant de la première heure, vraiment, qui a dirigé même un des plus grands réseaux qui s'appelait le réseau Orion. Et il a été un des organisateurs de la fameuse manifestation des étudiants Place de l'Étoile le 11 mai 1940. Donc, ils venaient juste de rentrer à Paris, et ils ont organisé une manif là, et il a eu ce culot là et ce courage. Voilà. Et lui est décédé à 85 ans cette semaine. Ses obsèques ont eu lieu hier, puisque je lis dans le Figaro que Madame Michèle Alliot-Marie, Madame Rachida Dati représentaient le gouvernement à ses obsèques, ainsi que Jean-Marie Bockel, mais qu'il y avait aussi plusieurs figures des Républicains indépendants et du Parti républicain. Alain Madelin, Gérard Longuet. Jean-Marie Le Pen était aussi présent avec sa fille Marine. Il l'a soutenu à la cérémonie. Voilà deux personnalités. Juste un petit truc, je rajoute sur Griotret. Rappelez-vous aussi, c'est ce député qui a eu le culot dans les années 70 de publier le premier les salaires des animateurs de France Télévisions. C'est pas vrai. Absolument, oui. Et ça a fait un scandale à l'époque. C'était Jean-Pierre Elkabbach qui était président et qui était très fâché de la chose. J'espère qu'il n'est pas parti avec ma fiche de paye quand même. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler du livre de la semaine. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. La meilleure part des hommes. On a dit tout à l'heure qu'on mettrait ce livre dans le filet garni offert aux auditeurs. Alors moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. Oui. Pendant très j'ai longtemps. beaucoup aimé. Pendant non, c'est pas vrai. Vous l'avez pas lu, Jean-Marie? Non, non, mais on a confié ce livre à Isabelle Motro, à Jérémy Michalak, à Philippe Alfonsi. C'est un premier roman signé Tristan Garcia. On en parle beaucoup de ce roman publié chez Gallimard. Vous aussi, Michel Bernier, vous l'avez lu? Oui. Ah, bah on commence par vous. Oh non. Ah bah si. Ah bah non. Ah si, Michel. Ah bah si. Allez. Non, mais non. Saute. La meilleure part des hommes. Premier roman signé Tristan Garcia chez Gallimard. Sur le bandeau rouge, on peut lire Paris année sida. Alors, ça vous a pas plu? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Ben parce que je trouve que c'est pas très bien écrit, que ça vit dans un milieu tout le temps, ça dépasse pas le 6e arrondissement et ça m'agace profondément. Ouais. Donc à partir du moment, c'est archi bobo, tous ces gens qui écrivent dans l'IB, dans machin, qui vivent des vies extraordinaires. Enfin moi ça me gaffe parce que c'est des sujets trop graves et importants. Le fait de les années sida quand elles sont arrivées et qu'on a l'impression que ces gens, ils ont eu, enfin je sais pas, ils vivent dans un microcosme qui m'insupporte. Voilà. Alors donc
après, c'est un peu donneur de leçons de temps en temps, ça traîne, etc. Et voilà, moi, je pense toujours au mec qui est... Non, je pense toujours au mec qui en 1980, s'est retrouvé, je sais pas moi, à trifouiller les oies, homosexuel, atteint d'une maladie, et c'est pas facile à dire, c'est encore pire, et que tout ça, c'est compliqué dans un monde qui n'est pas privilégié. Et là, c'est un roman qui se passe dans un monde privilégié, où les gens peuvent se parler, où c'est des intellectuels, c'est des gens qui sont presque informés un peu plus que la moyenne. Donc voilà, je veux dire, maintenant, il y a quelques endroits plutôt sympas, c'est pas mal écrit par moment, mais moi, c'est le fait que ce soit dans ce microcosme parisien qui m'a gênée. Isabelle Mautreur, de quoi ça parle exactement, la meilleure part des hommes? Justement, moi, je suis pas du tout d'accord avec Michel, parce que ça parle pas du tout du 6e arrondissement, ça parle des années SIDA. Effectivement, ça se passe à Paris, parce que c'est là que vivent 3 personnes qui sont des figures emblématiques de la façon dont on a réagi au SIDA. C'est-à-dire, il se trouve que un de ces héros s'appelle Dominique Rossi, c'est un hasard, hein, c'est pas le Dominique Rossi. Comme le chef de la police corse. Qui est le fondateur d'Act Up, en fait. Enfin, c'est une espèce de mix, évidemment, on peut y reconnaître le fondateur d'Act Up. On connaît tout le monde là-dedans. Voilà, là, c'est le fondateur de Stand Up. Enfin, voilà. D'ailleurs, juste pour ça, c'est extrêmement perturbant aussi. Non, c'est pas perturbant, parce que tu peux très bien ne pas les reconnaître. Ouais, mais enfin, c'est toujours comme si qu'on veut dire des noms de gens sans vouloir le dire, etc. Non, mais c'est intéressant, parce que justement, c'est 3 façons de réagir au SIDA. Donc, il y a le fondateur d'Act Up, ou Stand Up, disons, pour le roman, c'est-à-dire une espèce de façon de réagir positive, et en tout cas, dans l'action. Défensive. Défensive, merci. C'est le milieu associatif. Ouais. Il y a le milieu associatif qui va réagir et qui va immédiatement se rapprocher du pouvoir, c'est vrai, mais on va dire pour la bonne cause, en tout cas c'est ce qu'il lui prétend. Il y a le William, qui est une espèce de personnage alors complètement fantasmagorique, une espèce de poète maudit, mais en même temps c'est une espèce de pauvre mec aussi, qui lui va protester contre ça et va vouloir rester dans le côté le sida pour les PD, comme il dit, c'est-à-dire une espèce de monde on est dans le désir absolu, on ne veut pas se protéger, on veut que ça reste comme ça et on veut profiter de la vie, et tant pis s'il y a la mort au bout. Et puis une espèce de 3e personnage qui va être une sorte de philosophe qui va virer à droite au fur et à mesure du bouquin, et c'est vraiment, et c'est une journaliste de Libé qui raconte ça et qui connaît ces 3 hommes, qui les aime d'une manière différente chacun, et qui, parce qu'elle les aime d'une manière différente, va nous permettre de comprendre au plus près ces personnages-là. Vous, ça vous a plu? Moi, ça m'a plu, pas tout. C'est vrai qu'il y a des passages un petit peu, on a un peu l'impression de feuilleter des journaux comme ça, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que c'est une période que j'ai mal connue, et moi j'ai trouvé ça passionnant. Vous avez appris des choses. Alfonsi. Ouais. Alors c'est un livre qui est à la fois, en effet, très intéressant, comme vient de le dire Isabelle, mais... Isabelle. Merci Isabelle. Je t'en prie. Mais Isabelle, celle qui fait des blagues de cul pendant toute l'émission. Et on finit sur une histoire de cul en plus. Et qui est très agaçant par d'autres moments. Agaçant parce que ce jeune homme n'a pas vécu toute cette période-là. Il a 27 ans. Oui, mais on a le droit d'écrire sur les choses qu'on a vécues. Il a été grappillonné à droite à gauche. Il y a des erreurs de dates, des erreurs de faits, des choses mélangées, etc., qui sont un peu agaçantes quand on a en effet vécu ces années-là. Mais si on va au-delà de ça, c'est en effet, il y a des moments, alors bien écrits, et d'autres qui sont rasoirs, parce que c'est un peu ratiocinant, un peu philosophique, à 2 balles et tout. Mais il y a des choses aussi qui sont très très drôles. Là, il y a un passage où justement le fameux William, là, cette espèce de type qui est complètement livré au plaisir, qui se suicide par plaisir ou par le plaisir, qui est un type extraordinaire, qui est un personnage qui d'ailleurs est un personnage dont on retrouve le nom dans la réalité. On sait qui c'est. Qui l'a inspiré du moins. Ce personnage tout d'un coup qui va pointé à la NPE, il y a quelques pages extraordinaires où il martyrise un type de la NPE. Ah oui, c'est formidable. Mais alors vraiment là, c'est du grand comique. Là, ça, Jean-Marie, faut que tu lises ça. Tu vas voir, c'est extraordinaire. On peut en faire un sketch. C'est formidable. Bon, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a une question très grave qui est posée dans ce livre. C'est comment est-ce qu'on a pu, dans ces années-là, à la fois se battre contre le sida et quelque part l'accepter.
Vous conseillez plutôt La meilleure part des hommes? Oui, je le conseille avec ces quelques réserves, mais bien sûr, je le conseille. Oui, mais tu peux passer les pages. Michalak, vite fait. Moi, je trouve qu'il y a 3 personnages finalement sur 4 qui sont plutôt ratés et un qui est plutôt réussi, c'est le personnage de William, donc, qui est un jeune PD juif toxico qui trouve que le sida c'est super sympa et qui fait l'éloge. Il est pas noir? Hein? Non, il a pas cumulé jusque là. Non, et surtout qui fait l'éloge et l'apologie du barebacking, c'est-à-dire le fait de coucher en sachant pertinemment qu'on est contaminé par le sida, qu'on est séropositif. Donc il rappelle quelque part Guillaume Dustan, vous savez, qui était invité sur les plateaux d'Ardisson et qui avait créé une polémique au début des années 2000 ou à la fin des années 90 sur ce sujet. Et ce qui est vraiment étonnant dans ce livre, et ce qui est plutôt réussi, c'est qu'on comprend à quel point dans un microcosme ghettoisant gay à Paris, le sida n'a pas plu à Michel, ça ce côté-là. Justement, on comprend comment, pour certaines personnes, et j'imagine qui ne sont pas très nombreuses, mais qui ont existé et qui existent probablement encore pour certaines, que le sida, avoir le sida devient une véritable idéologie romantique et exclusive des homosexuels. C'est un truc, c'est à nous. Oui, mais c'est intéressant. On le partage, mais contre nous. Je crois que ça m'aurait pas plu, moi. C'est très particulier. Non, mais c'est super désagréable. Moi, j'ai testé le livre, toujours pareil, avant de l'avoir lu, en fait, de l'effet du livre sur les gens, avant de le lire. C'est assez mitigé, hein. Bon, je me suis beaucoup baladé avec, je suis allé au club de sport, je l'ai posé un peu dans les vestiaires. Il attire les filles. Alors les gens passent à côté, la meilleure part des hommes. Il y a eu beaucoup de meilleure part des hommes. Ce genre de réaction, beaucoup, hein. Après je l'ai testé, bonne résistance à l'eau. Je l'ai testé dans la piscine. C'est vrai que je l'ai posé, il y a eu quelques éclaboussures. Il y a pas l'encre reste, ne part pas. Comme on parlait aussi de microcosme, moi je l'ai testé au micro-ondes, là aussi. En chaleur tournante, il a pas pris feu. La meilleure part des hommes, c'est un premier roman salué par la presse. Je dois dire, il y en avait quasiment une page entière dans le JDD dimanche dernier. Un premier roman magistral, disait le JDD. Nouvelle Obs, la tornade sida, les beaux débuts de Tristan Garcia. Pareil dans Direct Matin. Même chose dans le journal La Croix, le quotidien La Croix. Tristan Garcia, jeune prodige, une fresque politique et sociologique époustouflante. Voilà, on vous laisse juge. Peut-être rappeler juste avant la fin de l'émission que toutes les blagues faites depuis le début de l'émission étaient faites avec préservatif. Ça s'appelle ça fait du mal aux animaux. Ça s'appelle La meilleure part des hommes. C'est chez Gallimard. Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Monique Pantel, bonjour. Bonjour. Commençons par Comme les autres de Vincent Garang. C'est son premier film avec Lambert Wilson et Pascal Elbé dans les 2 principaux rôles. Et il faut pas oublier Pilar Lopez de Ayala, une jeune comédienne révélation. espagnole, oui. Une révélation. Et Anne Brochet qui est très drôle dans le film. Alors, qu'est-ce que ça vaut Comme les autres? Eh ben, c'est 2 homos, c'est d'amour d'ordre. Soudain, l'un d'eux a envie d'un enfant, alors bien sûr, comme il peut pas le faire, il prend une mère porteuse, cette sublime Pilar Lopez de Ayala, qui accepte pour avoir ses papiers français. Ce film banal est sauvé par une scène d'anthologie, quand Anne Brochet, la copine des 2 homos, très drôle dans le film. Elle est vraiment drôle. Exaspérée par leur obsession du gros, du petit, gardée par une babysitter, leur crie, vous êtes 2 homos, vous vous enculez, vous avez un enfant et moi j'ai rien. On reste dans le thème. Très bien. Moi, je trouve que c'est quand même une comédie très réussie. Isabelle Motro. Oh non, c'est pas si lent que ça. Ah non, parce qu'il y a des tas de rebondissements dans le scénario. Justement, je trouve que le scénario est vachement bien construit parce qu'on a l'impression qu'on va voir un film convenu et à chaque fois on est surpris par un rebondissement qu'on n'attendait pas. Non, je trouve que on sait pas ce qu'on va aller voir à l'avance. D'ailleurs, le public va voir ce film puisque c'est la première pour la première journée, c'est le film qui est en tête des entrées. Mais il n'y a rien d'autre, ma chérie. Alors forcément. Bah quand même le film de Barbet Schroeder, Inju, la bête dans l'ombre. Ah, c'est un beau titre pour un film très bête. Avec Benoît Magimel. Barbet Schroeder, il a dû boire trop de saké. Alors il fait le portrait, soi-disant, d'un grand écrivain français qui a l'auteur d'un best-seller, Benoît Magimel, qui a l'air abruti. Il arrive au Japon, il rencontre une bécha qui lui suce les pieds. Mais littéralement, pas comme nous, on se fait des compliments. Elle lui suce les orteils un par un. Oui. C'est aussi érotique. Génial, ça.
C'est aussi érotique qu'une Moi, séquence j'adore. chez le dentiste. Ça vous a pas plu, ça, Monique? Vous n'aimeriez pas qu'on vous suce les orteils? Ah si, mais en tous les cas, c'est un film idiot. Et ce pauvre Benoît Magimel, il a un dialogue formidable. Mais que se passe-t-il? Mais c'est ahurissant. Ou bien, je n'en reviens pas. Alors on oublie et on passe à Manipulation, un film Ça, avec... c'est pendant qu'il se faisait lécher les pieds, c'est ça? avec Hugh Jackman, Ewan McGregor, quand même une belle distribution. Manipulation. C'est une très belle distribution. Mais alors? Voilà. Bon, c'est un petit comptable, joué modestement par le mignon Ewan McGregor. Oui. Il est saisi par l'aventure quand un soi-disant avocat, joué avec classe par Hugh Jackman, le fait basculer dans un chantage financier. Oh là là, pour ceux qui aiment ça, c'est valable. Mais autrement, c'est un peu compliqué, Isabelle? Ouais, ça marche pas très bien, Manipulation. Enfin, ça marche bien, c'est la deuxième en nombre d'entrées, mais pour un film de cet ordre-là, c'est un petit peu... Vous l'avez vu? Non, moi je l'ai pas vu. Martyr, un film avec Mylène Jampanoy et Morjana Alaoui, un film qui fait peur, normalement. C'est la torture du spectateur. Ah bon? Sans chair fraîche et lacérée, le film le plus ignoblement racoleur de l'année, peut-être même du siècle. Manque de peau d'hémoglobine, le metteur en scène s'est mis le doigt dans l'œil du monstre, les spectateurs étaient rares mercredi soir, dans ce grand cinéma des Champs-Élysées où je me suis traîné. Le sel de la mer, pour terminer. Alors voilà, ouf, le souffle d'un bon film. Ah, c'est vrai? Ah, c'est bien. Ah ben, il était temps, alors. Ah, c'était bien. Une jeune Palestinienne née aux États-Unis revient en Palestine, le pays de ses ancêtres, où elle veut vivre désormais. À l'aéroport, questionnée, fouillée, elle comprend que ça va pas être de la tarte. Pour commencer, à Ramallah, le pays de son grand-père, elle va réclamer à la banque l'argent laissé par ce fameux grand-père. Envoler le pognon. Alors la jeune fille, jouée par la très belle, vraiment très belle Suaire Ahmad, décide avec deux copains du coin de cambrioler la banque en demandant juste son dû. C'est un film pas vraiment très gai, mais vivifiant. J'ai beaucoup aimé. Le sel de la mer, recommandé par Monique Pantel et recommandé par Isabelle Motro. N'oubliez pas la comédie française de la semaine, parce que c'est quand même une réussite. Et ça marche en plus, c'est une preuve. Comme les autres, avec Lambert Wilson, Pilar Lopez de Alaya, Pascal Elbé et une étonnante Anne Brochet. On vous embrasse, Monique. Je remercie tout le monde aujourd'hui. Courez voir à partir du 16 septembre Jean-Marie Bigard dans Clérambard, pièce de Marcel Aimé, avec combien de comédiens sur scène? 13 comédiens, voilà, moi y compris. Troupe. Ça va nous porter bonheur. Une vraie troupe sur scène au Théâtre Hébertot à partir du 16 septembre. Bon week-end sur Europe 1. À lundi. Merci, à lundi. C'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur